Alors, salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est encore Girl Power, puisque j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme qui est très très présente sur les réseaux, surtout sur Insta. Elle s'appelle Alison Jendling. Vous allez voir, elle a un parcours assez atypique et assez success story. Salut Alison. Salut Karine, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, je suis super contente de t'avoir parce que ça fait un petit moment qu'on se suit mutuellement sur Insta. Que je vois tes posts, t'es vachement plus régulière que moi d'ailleurs. Et en off, je te demandais si c'était pas fatigant, mais on va, on va y revenir. Alison, on va faire comme avec chaque invité, même punition. On va partir de ton parcours. Bon, t'es pas très âgée, mais t'es pas non plus toute jeune, donc t'as quand même un petit parcours assez sympa qui n'a rien à voir avec la choucroute, hein, on va voir. Au départ, rien à voir, vraiment. T'as fait quoi? T'as fait un BTS NRC. C'est ça. Négociation et relations clients, je pense que ça n'existe même plus aujourd'hui. Relations clients, c'est tout ce qui est CRM? C'est commercial, en fait. Ouais. Voilà, c'est commercial. Et donc, j'ai fait ce BTS, mais j'ai fait ça parce qu'en gros, je savais pas trop quoi faire et que mes parents qui étaient un peu dans le commerce, je me suis dit, c'est la continuité, quoi. Ils faisaient quoi tes parents? Commerçants, en fait. Ils vendaient des t-shirts chanteurs, des piercings, des drapeaux. Ils étaient aussi grossistes dans toute la France. Enfin, voilà, rien à voir, quoi. Ok. Mais du coup, c'est peut-être ce qui t'a donné l'envie de très vite te vendre dans tout ce qui est sales et ce qui t'a donné le goût de ta première expérience au marché, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, la vente, ça a été un peu inné chez moi parce que je pense que comme j'ai vu ça toute mon enfance, donc en fait, naturellement, je me suis dirigée vers la vente. Même si c'est pas le truc qui me passionnait le plus, mais c'était facile, quoi. C'était facile, ouais. Et t'as des souvenirs de cette première expérience? Donc, c'était pas en France, c'était au Luxembourg. Alors, au Luxembourg, j'étais vendeuse dans la boutique Paul Smith. Et donc là, j'étais vraiment employée. Donc oui, les souvenirs, c'est que le temps, il était très long, que c'était galère et que je me disais, mais si ma vie, ça doit être ça tout le temps, si ma vie pro, c'est ça, je signe pas, quoi. Enfin, et donc ça, c'est de là que je suis partie après sur les marchés parce que je me suis dit, bon, je suis pas non plus fan des marchés, mais j'étais pas fan de travailler pour un patron, mais là, au moins, j'étais à mon compte. Donc je me disais, bon, bah, ok. Tu gagnais mieux aussi sur les marchés? Je gagnais mieux, Alors, je gagnais mieux, mais il fallait avoir envie de se lever le matin et de galérer à déballer le stand. Mais tu vendais quoi? Des vêtements femmes. Des vêtements, Et j'avais décidé de me mettre dans le créneau parce que je me suis dit, fais pas comme tout le monde. Là, comme dans l'IMO, en fait, tout pareil. Genre, fais pas comme tout le monde si tu veux te démarquer et faire plus d'argent. Donc, je faisais les marchés à Metz, hein, donc clairement pas le pays le plus ensoleillé du monde. Mais je me suis dit, je vais vendre les articles qui vendent dans le sud, donc plus la dentelle, la soie, voilà, pour amener quelque chose de différent à Metz. Et du coup, en fait, ça a cartonné. J'avais un panier moyen de 70 €. Donc, pour le marché, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Alison, t'as un parcours qui est intéressant, mais j'ai pas envie qu'on passe trop de temps sur ton passé parce que je suis quand même super contente de t'avoir au micro vu que t'es quand même une professionnelle de l'immobilier et on a tellement de sujets à évoquer que pour une fois, je vais un petit peu parcourir rapidement tout ça. Mais en gros, on peut se dire qu'à un moment donné, tu t'es dit gagner le SMIC, très peu pour moi. Enfin, en tout cas, j'ai envie de gagner plus. Et ça a été quoi le déclic avec l'immobilier du coup? En fait, l'immobilier, c'est simplement... un jour, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un appart parce que j'avais entendu que ton locataire pouvait rembourser ton crédit. Donc, je me suis dit, alors pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et donc, moi, j'ai tenté de le faire. J'ai acheté un petit appart à 60 000 €, vraiment, parce que voilà, j'étais au moment-là, je n'avais pas vraiment les moyens. À crédit? Et à crédit, 100% crédit, sauf que... Et tu as vu combien de banques? Je crois que ton parcours a été long, non? Alors, c'est au niveau de ma première résidence principale où j'ai fait 12 banques, c'est la 13e qui m'a dit oui. Et après cette résidence principale-là, c'est là où j'ai eu le déclic de me dire j'aimerais bien faire acheter un appart pour le mettre en location. Et en fait, j'ai acheté cet appart à 60 000 €, par contre, très mal acheté. C'est-à-dire? Ça veut dire que les loyers ne remboursaient pas du tout le crédit. J'avais beaucoup de périodes de vacances locatives. Je n'avais pas du tout analysé le marché. Je ne savais même pas qu'un marché s'analysait, en fait. Ouais, alors on va le voir, hein, c'est hyper important. Et justement, puisque maintenant on peut dire que tu es devenue une pro, en tout cas, tu as écrit un livre, donc ça veut dire que tu es devenue une personne référente. C'est vrai que j'ai pas mal de questions en ce début d'année à te poser.
puisque l'immobilier, c'est quand même le chouchou, l'investissement, le chouchou des Français, c'est culturel, on a vraiment un véritable attachement. Et donc, on va évoquer pas mal de sujets. Mais revenons sur cette première expérience, parce que en gros, tu as acheté un appartement, tu t'es dit, je peux le louer vachement plus que ce qu'il est loué actuellement, mais surtout, je vais le customiser. C'était ça ton idée ? Mais tu étais un peu douée en déco quand même. Franchement, pas plus que ça. Ça me plaisait, mais j'étais pas douée. On voit dans le premier appart, quand on voit le avant-après, on voit la différence entre l'avant et l'après, mais le après, j'ai pas pris de risque. J'ai fait du blanc, du gris. Je prenais pas de risque à l'époque. Mais ça me plaisait. Donc, je pense que même quand on n'est pas trop doué sur un truc, mais que si ça nous plaît, on va chercher les infos, on teste. Voilà, donc ça, c'était l'avantage. Mais, donc, tu étais curieuse. Tu étais curieuse, tu étais audacieuse. Tu avais aussi une certaine forme de vision. Tu t'es dit, ça peut donner ça. Parce que, je veux dire, n'importe quelle personne n'est pas forcément dotée de la réflexion. Je suis sûre que je peux le louer plus, tu vois. Sur quoi tu t'es posée pour avoir cette analyse ? Est-ce qu'à l'époque, c'était quelle année alors ton premier appartement ? Alors, mon en premier location, appartement en location, c'était en 2013. Ouais. Il y a bientôt 10 ans. Ok. Et en fait, moi, je pensais que tout le monde était comme moi déjà. Donc ça, c'est depuis peu que je me suis rendu compte qu'en fait, non. Mais, ça veut dire quoi, tout le monde était comme toi ? Que quand je me disais, voilà, on va essayer de faire le maximum d'argent avec cet appart-là, je pensais que tout le monde avait cette même réflexion et trouvait des idées pour le louer le maximum. Mais finalement, je me suis rendu compte que non. Et en fait, je me disais, si je peux faire un certain chiffre avec un appart, pourquoi avoir besoin de 10 pour faire la même chose ? Et comme je savais, forcément, acheter un appartement, c'est long. Il faut avoir le crédit. Même une vente qui se passe bien, c'est 3 mois. Donc, en fait, plus après, il faut faire les travaux, plus trouver le locataire. Donc, je me suis dit, en fait, on ne va pas trop s'embêter et on va essayer de donner un maximum sur chaque appart pour ne pas avoir besoin d'en avoir 100, quoi. Alors, aujourd'hui, tu n'en as pas 100, mais tu en as 33. C'est ça. On ne va pas parler de ta réussite, mais tu as une belle réussite et une belle assise financière. Moi, je me suis posé les questions quand j'ai un petit peu regardé ton profil, puisque je chasse un peu les profils. Je me suis dit, c'est quoi qui m'intéresse le plus chez elle ? Au départ, je me suis dit, c'est une influenceuse. On va pas se cacher. Sur Insta, tu as un peu ta marque, tu fabriques, tu industrialises le truc et tout. Et j'aurais pu m'arrêter là. Mais si je m'arrête là, je me dis, on peut la mettre très vite dans la case en ce moment très négative des influenceurs qui, au fond, sont suivis par des gens, mais les influenceurs eux-mêmes ne connaissent absolument pas les gens. Et en fait, en préparant l'entretien avec toi, je me suis rendu compte que tu n'étais pas comme ça et que tu avais une vraie volonté de vulgariser le truc, de le rendre simple. Et j'ai ressenti aussi chez toi qu'il y avait une volonté aussi de transmettre, en fait. Est-ce que mon analyse, elle te plaît ? C'est exactement ça et ça me fait des frissons, tu vois, donc c'est que c'est ça. Mais honnêtement, j'ai tellement galéré au début qu'il n'y a personne qui m'a dit t'es sur le bon chemin, ce que tu fais c'est bien. Il n'y a personne qui m'a dit ça parce que personne autour de moi connaissait. Donc en fait, je faisais un truc que même mes parents me disaient doucement, Alison, fais attention, je ne suis pas sûre que tu devrais acheter et tout. Donc déjà, toi, tu n'es pas sereine parce que c'est la première fois que tu le fais, tu ne sais pas où tu vas, mais si en plus à côté... Donc moi, je me disais, allez, reste focus sur toi, vas-y, fais-le. Toi, tu as des pensées que ça va marcher, donc reste sur tes pensées. Et je sais que ça a été tellement dur pour moi. J'étais à ça d'arrêter quand, au final, j'étais à ça de réussir aussi. Et donc, heureusement que je n'ai pas arrêté. Mais je me dis, mais il y a tellement de monde qui arrête à ça de réussir parce qu'ils sont perdus. Et parce que tu restes dans le brouillard très longtemps avant de te dire, c'est bon, le bout du tunnel, je le vois. Donc, parce qu'avant de se faire de l'argent avec l'immobilier, c'est pas en achetant 2 apparts. Et tu as plein de merde, tu as plein de trucs. Il faut les gérer. Et je me suis dit, mais si aujourd'hui, je peux être la personne qui aide ces gens-là, qui leur dit, coucou, voilà moi, par quoi je suis passée, je sais tout ce que vous allez rencontrer. C'est exactement ça. Et en gros, voici ce qu'il faut éviter, quoi, en gros. Et c'est normal d'avoir un doute quand on vient d'acheter un appart, de le voir vide, sans meubles et se dire putain, j'ai l'impression que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. C'est normal. Et de se dire quand on est chez le notaire, quand il nous énonce tous les trucs, risque de séisme, le toit en amiante, machin, on est en panique. Et c'est normal, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. En fait, il faut encore continuer. Et un jour, tout ça, ça fait plus peur, en fait. Il y a un côté, le prend pas mal, il y a un côté un peu rue chez toi.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un côté un peu démerde, tu vois? Tu casses un peu les codes du CGP classique, un peu boring presque. Est-ce que tu l'assumes ça ou est-ce que tu essayes... Non, je l'assume Ouais. complètement. Moi, c'est sûr que je suis pas le mec de 50 ans avec la veste et le truc. Non, parce qu'en fait, l'immobilier, en tout cas, moi, je le vois presque comme un jeu aujourd'hui. Et je le vois pas du tout comme un truc hyper sérieux et machin. Je joue sérieusement, on va dire. Je sais ce que je dois faire, mais moi, tout ça, c'est parce que j'aime le faire, en fait. Mais alors, du coup, tu joues sérieusement, mais est-ce que tu as des diplômes en tant que CGP? Est-ce que tu as passé des diplômes? J'ai rien du tout. Tu n'as rien du tout. Ça, Bon. c'est super important parce que... donc, c'est possible de réussir sans diplôme. Mais du coup, comment tu vends ça? Comment tu vends le fait que tu es pertinente à conseiller des biens immobiliers ou à te lancer dans l'investissement sans diplôme, sans formation, sans certification? Parce que ça, c'est pas évident quand même. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça parce que pour moi, aujourd'hui, je pense vraiment que certains diplômes sont des fois surévalués en France. On se dit, telle personne a tel diplôme, ça veut dire que telle personne, on peut avoir confiance en lui. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que tout dépend, en fait, l'implication qu'ils ont mis dans les études qu'ils ont fait. Et tout dépend, est-ce qu'ils font ça parce que leurs parents les ont obligés ou est-ce que vraiment c'est leur passion? Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai une légitimité dans ce que je fais parce que tout le prouve, en fait. Parce que je montre, voilà, mes biens, ils sont là. Voilà combien je rentre par mois. Enfin, voilà, sur Instagram, je montre régulièrement les rentrées de loyer. Je leur dis, voilà, ça me coûte tant. Aujourd'hui, je crois que je suis à peu près à 4 millions d'encours à la banque. Donc, et beaucoup plus qui sont déjà remboursés. Donc, en fait, et du coup... la légitimité, pour moi, elle est aussi dans le vécu. Elle n'est pas que dans ce qu'on apprend en cours, mais c'est vraiment après dans la pratique, finalement. La pratique. Ok. Alors, puisque on t'a au micro et puis parce que tu as pratiqué, est-ce que on peut parler un petit peu du marché et de tes recos? En plus, tu as sorti un livre, si je ne m'abuse, en début d'année. Exactement. Si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Que tu vas recevoir, d'ailleurs. Ah bah c'est gentil. Merci. Alors, comment il s'appelle ton livre? Alors, il s'appelle « Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier ». Et en dessous, en petit, on a mis « Il n'y a pas que les riches qui peuvent investir ». Dieu appréciera. Alors, est-ce que 2023, toi aussi, tu dirais qu'il y a un retournement du marché? On est quand même passé par une instabilité internationale, l'inflation, la remontée des fameux taux. On est quand même passé en 2016 à 0, -1 à 2,53. C'est exceptionnel aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, la douche froide, on la prend 2 fois plus parce qu'on compare. Mais il ne faut pas oublier que c'était assez exceptionnel, comme tu le dis. Est-ce que tu crois que l'immobilier va vraiment baisser? T'en penses quoi, toi? Alors, en fait, ce que je pense aujourd'hui de tout ça, c'est que vu que du coup, j'ai investi depuis quasiment 10 ans, même un peu plus, si on part du tout début où j'ai acheté pour la première fois, ma première maison que j'ai achetée, je l'ai achetée à 4,40%, qui était un taux totalement normal à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, on se dit, ok, on est dans les 2 par rapport à avant où on était dans les 1, voire 0, c'est pas des taux normaux, c'est bien la preuve. Les banques, ils prêtaient même plus parce qu'en fait, ils gagnaient rien. Donc c'est qu'il y avait un problème. Et en fait, la remontée des taux permet du coup que le marché de l'immobilier baisse. Et effectivement, il baisse un peu par rapport à tout ce qui était au moment du post-confinement, tout ça. Mais il y a une chose que vraiment, mais ça, j'en démords pas, c'est sûr, à 1000%, c'est que peu importe si on est dans une période haute ou une période basse, en fait, plutôt que de rien faire, il faut quand même investir. Parce qu'un mauvais investissement aujourd'hui, ça devient un très bon investissement dans 4, 5, 6 ans maximum. Mais maximum. Mais même des fois, tout de suite, à l'instant T. Donc, moi, même les mauvaises affaires que j'ai faites, je regrette aucune d'entre elles. Parce que tu parles de bon investissement. L'essentiel pour toi, quand on choisit un investissement, pour les CGP qui nous écoutent, ou les gens, les particuliers, ou même les entreprises, on ne parle pas forcément que d'un bien pour particulier, ça peut être aussi un immeuble locatif pour des commerces. On le choisit surtout en fonction de quoi alors, ça, c'est propre à chacun. Moi, ce que je conseille, parce qu'il y a plein de techniques, moi, vraiment, ce qui est hyper important pour moi, c'est l'emplacement. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut investir un peu plus loin des villes et payer beaucoup moins cher. Par contre, moi, je pars d'un principe essentiel, c'est que je ne veux pas être mariée avec mes biens. Ça veut dire que si demain, je dois tout vendre pour X raisons, parce que je pars habiter à l'étranger, ou je sais pas, peu importe le sujet, je veux me dire qu'en 6 mois, je peux vendre tout ce que j'ai. Ok, donc en gros pour toi c'est le dynamisme de la ville. Moi j'aime bien aussi regarder le taux de chômage. Est-ce que c'est pertinent?
Parce que je me dis qu'une ville où justement le chômage est assez faible, je me dis qu'il y a du boulot, donc il y aura toujours des gens qui chercheront un bien locatif Ouais. ou même devenir propriétaire. Effectivement, ça peut. Ouais. Mais comme moi, je fais beaucoup de locations saisonnières, Ah ouais. je fais venir des gens qui n'habitent pas dans cette Ok. ville. Ok. Donc, je vais regarder. Si c'est pour louer en location saisonnière, moi, je loue pas du tout à des vacanciers. Hein. Moi, D'accord. je vise pas du tout les voyageurs. Je vise les travailleurs. Ok. Donc, en fait, parce qu'il n'y a pas de période haute, pas de période basse. Et en fait, j'ai investi dans des villages de 1000 habitants où j'achète des immeubles, je rembourse 1900 € sur un, je rembourse 1900 avec les charges et tout. Je suis à 2004 par mois et je rentre 6005 dans des endroits où il y a 1000 habitants, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, toi, tu as fait ce choix un peu stratégique d'aller sur des locations saisonnières et donc sur des villes balnéaires. Je vais te donner des chiffres, tu vas me dire ce que tu en penses. Paris recule de 1,2% en 2022 et on prévoit encore 3% de baisse dans la capitale cette année. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Au niveau par rapport à quoi, tu veux dire ? Est-ce que tu trouves que ça y est, quoi ? C'est bien que ça arrive, on va souffler un petit peu. Ou est-ce que pour toi, c'est un peu compliqué justement qu'en pleine capitale, il y ait cette baisse-là qui est en train de se dessiner ? Est-ce que tu penses qu'elle va continuer sur 2023 ou pas ? En fait, je pense que ça peut un peu continuer. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que les grosses villes comme Paris, en plus, pour le coup, je regarde bien parce que là, je vais venir habiter à Paris. Donc, je me suis vraiment bien intéressée à ça. Même pour moi, de me dire est-ce que j'achète, je loue en tant que particulier finalement. Bon, les prix, c'est excessif. Hein, on peut louer pendant des années avant de rentabiliser finalement le bien. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que dans toutes les grosses villes comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option. Ouais. 10 278 000 le mètre carré pour Paris. On était à 11 000. C'est pas non plus une baisse de ouf, quoi. Non. Et ça reste extrêmement cher. Ça veut dire qu'une personne, alors elle va acheter un appart, un studio, et bam, elle peut même plus continuer à investir, puisque finalement, il y a plus. Et à Paris, alors sauf exception, parce que je pense qu'on peut faire des bonnes affaires partout, mais avant de réussir à acheter un bien, même en le rénovant complètement nous-mêmes, le louer, que ça rembourse le crédit plus qu'il nous reste de l'argent. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça. Alors toi, tu n'es pas loin de Lyon. Lyon a cédé 1,4%. On est tombé à 5 307 le mètre carré. Et bien sûr, la ville qui a le plus baissé, j'imagine tu le sais, c'est Bordeaux, 2,9%. Ça interpelle quand même parce qu'on se dit que si l'immobilier est autant une valeur phare, c'est parce qu'elle est indexée sur l'inflation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime autant ce placement. Du coup, toi, tu vois tes clients directs ou pas ? Je les voyais aujourd'hui. Tu les voyais. D'accord, bon, tes équipes voient les clients directs. C'est ça. Du coup, est-ce que tu sens qu'ils sont un peu frileux dans ce contexte ? En fait, je pense que... Bon, déjà, l'immobilier, je pense que ça fait... Alors, tout le monde veut investir, mais que ça fait peur. Parce que quand on n'a pas encore fait, ça fait peur. En plus, en fait, quand on voit les courbes et qu'on ne connaît pas, c'est comme si demain, moi, je regarde le Bitcoin. Ça se trouve, ça va me faire la même chose. Je vais me dire, ouais, j'ai investi là, mais là, ça baisse et je suis en stress. Sauf que quand on prend du recul sur tout ça, moi, en fait, ce que je me dis, c'est que j'essaye au maximum d'acheter sous le prix du marché, quitte à un peu agrandir sa couronne, de ne pas investir à Paris même, à Lyon même. On agrandit la couronne jusqu'à avoir un prix qui est raisonnable par rapport au prix où on peut louer. Et surtout, faire des travaux. Et c'est ça qui apporte. Donc, en fait, on se retrouve à acheter, je dis n'importe quoi, à 3 000 € du mètre carré. On fait 1 000 € du mètre carré de travaux. Donc, on est à 4 000, mais un bien qui en vaut certainement 6 000. Donc, en fait, on est dans quelque chose où on se détache quasiment des chiffres. Enfin, moi, c'est ce que... je comprends. Moi, mais les chiffres, c'est important de les analyser pour essayer de comprendre aussi comment le marché va évoluer et comment on peut conseiller à des gens, tu le disais très bien, qui sont frileux, de continuer. Moi, tu vois, typiquement, en ce moment, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais vendre ? Et en fait, je me dis, est-ce que je vends maintenant ou est-ce que j'attends ? Mais en fait, je me dis, il faut que je vende maintenant, parce que si je vends dans 3 mois, ça aura peut-être encore baissé. Donc, moi, je pense qu'en 2023, ça va un peu baisser. Par contre, si ton bien, tu fais une déco de folie, la belle peinture au mur qui ressort, mais en fait, tu peux le mettre beaucoup plus cher que les autres. Parce que quand on regarde sur le Bon Coin, quand tu regardes ce qu'il y a à vendre, quand tu veux que ce soit ta résidence principale, tu as envie que ce soit bien.
franchement, c'est pas la folie. Hein. Il y a des appartes qui sont hyper beaux où tu as envie de cliquer. Il n'y en a pas tous les 5 minutes. Donc, en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose de beau, tu peux te permettre de le mettre largement au-dessus du prix du marché. Ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai fait, justement. Ouais. Et mon agent m'a dit, vous faites pas chier à tout refaire parce que les gens qui vont arriver, ils vont le faire à leur goût. Ah, mais est-ce que l'agent immobilier il vit de l'immobilier? Je sais pas. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'en fait, ma toute première expérience quand j'ai vendu un bien, c'était ma résidence principale. Et là j'étais très jeune. Hein, je pense que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Ça faisait 4 ans que je l'avais. Je me suis dit, OK, je la refais complètement. Alors, maison 100 mètres carrés, donc à Metz, 100 mètres carrés collés d'un côté, 3 arts de terrain, rien de fou. Je l'avais payé 205 000. J'avais fait, c'était une maison neuve, donc déjà, c'était une erreur. Normalement, il ne faut pas acheter du neuf. J'ai fait des travaux à hauteur de 30 000, quelque chose comme ça, donc 235 000. Ça m'avait coûté 235 000. J'ai refait hyper beau, voilà, avec la cuisine, avec le plan de travail en granit. Voilà. Ouais. Et en fait, je l'ai mis en vente à 290 000 euros. Et en fait, j'ai des agents immobiliers qui m'ont contacté pour me la vendre et qui m'ont dit, mais par contre, le prix du marché n'est pas celui-là, c'est 244 000. Et c'était vrai, hein, d'après mes calculs, c'était 244 000. Sauf que je me suis dit, non, elle est beaucoup plus belle que les autres, je la mets au prix là. Tout le monde m'a dit, tu la vendras jamais au prix là. En une semaine, j'ai eu 25 visites, 4 offres, dont 2 au prix. Bon. Et en tout, avec ce qui avait été remboursé, tout ça, j'ai pris 117 000 euros. Mais là, on est sur un achat coup de cœur un peu, hein. C'est ce qu'il faut créer. Ouais, en fait, je sais. Ouais. Moi, je vends pas pour. C'est sûr que des fois, j'ai mes amis qui me disent quand tu revends un bien, dis-moi. Mais non, parce que si tu veux que ce soit pour faire du locatif, moi, je vais pas vendre quelque chose qui est intéressant pour du locatif. Je vais vendre quelque chose qui est très beau pour quelqu'un qui a envie de vivre dans quelque chose où il a rien à faire. Je comprends. Le taux d'usure, est-ce que c'est hyper compliqué de savoir comment on le calcule. Je vais pas te demander la formule parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps. Et puis moi, je suis incapable voilà. En gros, moi, de ce que j'ai compris, mais tu vois, je suis même obligée de reprendre mes notes, c'est que ça intègre le coût de l'assurance emprunteur, les coûts de prise de garantie, les frais annexes, et que généralement, il ne faut pas dépasser ce taux, sinon 0,60%, on ne peut pas avoir le crédit. Quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, a priori, il a été renégocié 3,57, mais il va encore bouger. Mais du coup, ça a bloqué le marché de fou, non? Ouais, il y en a plein qui ont eu des refus de crédit à cause de ça. Ouais. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est par exemple prendre une assurance emprunteur ailleurs. Ok. Comme ça, en fait, ça te dégage cette partie-là. Et après, faut tout le temps négocier, en fait. Il n'y a pas le choix, c'est aller voir plein de banques, négocier, mais pas lâcher. Mais même quand on va en voir 3, 4, 5 et qu'ils disent le taux d'usure passe pas. Mais maintenant, un peu moins, parce que comme il a augmenté, maintenant, en plus, leur système de calcul, c'est plus le même. Avant, ils faisaient tous les... je ne veux pas dire de bêtises, c'était pas tous les 6 mois. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Je ne sais plus, il y a quelque chose comme ça qui a été revu. On recherche l'info. Ouais, parce que franchement, en fait, ça change trop souvent. Donc, justement... Quand on voit que la Banque de France, elle peut aider un petit peu à ouvrir un peu plus les vannes en révisant ses taux, qu'elle ne cesse d'augmenter, on se dit que les banques, après, elles vont être frileuses à redistribuer le taux d'usure. Donc, ça offre un bon prétexte aux banques pour continuer d'augmenter leurs taux. C'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Après, ce qu'il faut savoir... dans les banques, parce que du coup, j'ai bien analysé les trucs pour me dire, comment je fais, parce que j'aide aussi les gens à avoir leur crédit. Donc, moi, je me dis, comment je peux les aider, en fait, pour que ce soit... Et en fait, par exemple, avant, donc moi, j'ai fait plein de crédits sur 25 ans pour du locatif. Aujourd'hui, ils disent 25 ans, c'est que pour la résidence principale. OK. Sauf que, après, quand on lit bien les autres lignes, c'est que ça, c'est valable pour 80% de leurs clients. Et sur 20% des clients, ils font ce qu'ils veulent. Donc, en fait, moi, mon but, c'est justement d'amener les gens dans les 20% là. Ok. Chose aussi très importante de mémoire, il faut bien regarder quand on vend son bien et qu'on en rachète un ou qu'on passe d'une négo à une autre avec sa banque et qu'on veut garder, on peut garder en fait son même taux dès lors qu'il a été décidé entre 2015 et 2016. Tu me valides cette info ? Je sais pas, je veux pas te dire de conneries. En gros, non mais je suis sûre de moi. En gros, si tu veux, il faut inviter vraiment les futurs acquéreurs ou les futurs vendeurs à bien regarder la négo qu'ils sont fait initialement avec les banques. En plus, non, mais maintenant c'est ok. Ce que je veux dire. Parce que j'ai un ami qui est courtier et qui m'a dit justement tous ceux qui ont fait les crédits jusque-là, 2016, ils peuvent être, absolument. Ils ont le droit de garder ces taux-là. Ouais, donc s'ils sont à 1, ce qui est mon cas, ils peuvent renégocier en fait s'ils ont signé en 2016 et pas aller sur du 2,5 de cette année. Donc ça, c'est super important. Tu parlais tout à l'heure de travaux à effectuer. Alors, on va parler bien sûr sur les fameux DPE, puisque en fait les biens peuvent
peuvent aller de mémoire jusqu'à 20% de décote à cause des problèmes et des fameuses passoires thermiques. Est-ce que ça, tu sens que c'est un vrai stress maintenant? C'est la question que j'ai le plus Ouais, aujourd'hui. j'imagine. C'est mon bien est en D, E. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que j'attends? Est-ce que je dois acheter un autre bien? Est-ce que je dois... Et en fait, il faut savoir qu'il y a... alors après, il y a des biens qui sont tellement des passoires que même avec des travaux, des fois, c'est compliqué. Donc là, je pense qu'au niveau des lois, ils vont quand même faire quelque chose parce que je me dis, il y a des biens, ils vont pas les laisser vides. Donc ça, je pense que ça va évoluer sur cette partie-là, je suppose. Maintenant, pour tout le reste, il faut savoir que, par exemple, si on n'a pas de VMC, on remplace l'ouverture qu'on a par une VMC, ça va changer. Rentrer dans le règle. Voilà, ça va vraiment beaucoup changer. Donc, il y a plein de petits travaux comme ça qui, finalement, déjà rien que changer les fenêtres, des choses comme ça, qui font que la lettre n'est plus du tout la même. Dans le pronostic, ouais. Ok. Et du coup, ça permet, pour moi, d'acheter un bien qui est dans les mauvaises notations. Ça permet d'avoir un levier pour la négociation aussi. Parce que le vendeur, il a aussi peur que l'acheteur. Donc, en fait, il se dit aussi, j'ai un bien où je sais qu'il est mal noté, donc je sais qu'il va partir moins cher que les autres. Ok. Donc, dans ce fameux livre avec tes commandements, tu reviens un peu sur toutes ces notions? Alors, oui, voilà. En fait, j'ai plein de... En fait, je me suis dit, quelles sont les infos que j'aurais voulu avoir là, si je commençais l'immobilier? Et du coup, il y en a du coup 68, mais tout est en 2 pages. Juste pour, OK, l'info là, voilà ce qu'il faut savoir, et puis on passe à autre chose. Et en fait, je parle un peu de tout, de comment analyser le marché, comment on fait les visites, comment on négocie un bien, et puis de combien on négocie en fonction de qui on a devant nous, parce que c'est pas pareil si on a le vendeur du bien, enfin si on a le propriétaire du bien qui a vécu là toute sa vie et si on a un agent IMO, on négocie pas de la même manière. Je parle des travaux, je parle de trouver un locataire et être sûr qu'il nous paye. Ouais. Enfin voilà, plein d'infos comme ça. D'accord, ok. Allez, 2 infos que vraiment t'aurais aimé avoir quand tu t'es lancé et que t'as pas eu. Franchement, déjà l'info du locataire pour être sûr qu'il nous paye. L'analyse de son comportement, parce que moi je regarde même pas les fiches de paye. Ouais, t'es plutôt dans l'approche psychologique, quoi. Je m'en fiche de combien gagne la personne, parce que pour le coup, dans mon entourage, j'avais des joueurs de foot qui gagnaient 10 000 € par mois qui payaient pas leur loyer à 600. Hein. Donc l'argent, ça veut rien dire. Et par contre, j'ai loué à des gens qui étaient au chômage mais qui me payaient par contre. Ouais, c'est marrant. Donc ça il faut... et c'est pour ça que j'invite à pas forcément déléguer cette partie-là à un agent IMO, parce que eux, ils vont regarder les chiffres et cocher des cases. Alors que moi, j'explique aux gens comment regarder l'approche de la personne, en fait, rien que déjà la première fois qu'on l'a au téléphone, en fait, comment ça se passe. Aussi. C'est ça, exactement. Donc c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est un ressenti, mais j'ai essayé de l'expliquer au mieux, quoi. D'accord. C'est à double tranchant, parce que même dans la vie perso, il y a des fois on se trompe, non? Quand on rencontre quelqu'un, il y a des fois on est surpris après. Bon, après, dans tout ce qui est même vie perso, moi, je peux pas donner de conseils du tout. mais en tout cas, sur les locataires, ça fait plus de 10 ans maintenant que je loue. J'ai eu 0 impayé. Donc, et je pense pas que ce soit par hasard, vraiment. Je pense que c'est parce que... Alors, tu te méfies de quoi? Vas-y, donne-nous 2 trucs par qui exemple, vraiment, chez toi, sont... quelqu'un qui va m'appeler, je sais pas, à 22h sans s'excuser en me tutoyant, c'est foutu. Bien sûr. Voilà, donc ça. Et par exemple, la deuxième chose, ça peut être quelqu'un qui rentre dans le logement, qui le regarde, mais furtivement, et qui me dit, c'est bon, je le prends. Il va partir aussi vite qu'il est arrivé, ou soit il va plus payer. D'accord. Enfin, quand il n'y a pas d'intérêt, ou quand il y a trop d'intérêt, et que est-ce que c'est normal que la porte là, elle grince, machin? On sait qu'il va nous appeler tous les soirs. Il va payer, mais il va nous appeler tous les soirs. Voilà. Okay. Donc, des fois, c'est pas que les bons payeurs qu'on veut, c'est aussi les gens qui vont nous laisser tranquilles. Donc en gros, tu es dans une étude un peu comportementale. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'ils arrivent avec tous les documents qu'on a demandés ou non? Dès la première fois. Est-ce qu'il y a une feuille, elle est toute chiffonnée? Est-ce qu'ils arrivent en retard? Bon, on peut être en retard parce que moi je suis pas la nana la plus ponctuelle du monde, mais tu t'excuses, c'est pas comme si c'était normal d'être en retard, quoi. Alors on va sortir un peu du marché immobilier, on va aller un peu sur ton profil aussi, ta réussite, parce que moi je trouve que on peut appeler ça une réussite. Merci beaucoup. Bon, c'est sûr que tu es omniprésente sur Insta en tout cas, et je le disais tout à l'heure, tu es vraiment dans le côté girl power. Je suis assez curieuse, je me dis, est-ce que tu as plus des mecs ou des nanas qui te suivent? Franchement, j'ai 80% de nanas qui me suivent et j'ai 95% de nanas qui font ma formation. Ah ouais, voilà. Donc c'est plutôt girl power. Alors, j'ai pas cherché ça. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un problème. Enfin, un problème, non. Il y a une question d'identification. Je pense que t'es super jolie. Il y a un côté maman. Excuse-moi de te poser cette question, mais
t'es mariée, parce qu'on te voit souvent Non, avec ton fils. Je suis pas mariée. Bah, voilà, je voilà. suis avec mon fils. Du Voilà. coup, ça fait mère C'est ça. célibataire. Ça fait mère célibataire. Je sais pas si t'as Ouais. quelqu'un dans la vie, mais du coup, on a l'impression que ça fait genre un peu je me démerde toute seule et je m'en sors toute Je seule. me démerde toute seule Bon, bah, voilà. dans la vraie vie. Bah donc, ça donne un côté un peu, vous voyez, on n'a pas C'est ça. besoin. Il n'y a pas un côté féministe chez toi, mais il y a Non. un côté je m'en sors C'est ça. et je suis super heureuse. Donc, c'est positif, quoi. Ça donne envie. Mais à contrario, moi, je me dis, et on a commencé le podcast comme ça, je me dis, waouh, putain, ça doit être un rythme de fou. Tous les jours, enfin, sincèrement, Ouais. tous les jours te faire belle. Tous les jours te maquiller. Non, tous les jours, je me fais pas belle. Ouais. Alors, tu fais ta technique, parce que j'ai une autre personne qui, comme toi, était très Insta. Elle me disait, pendant une journée, je fais plein de photos les jours où je suis super bien, machin, nanan, plein de tenues. Puis après, je poste un peu toute la semaine. Parce que ton rythme, c'est quoi? C'est tous les 2 jours? En fait, normalement, genre, sur l'année dernière, je crois que j'ai fait 250 posts sur l'année. Ouais. Ça fait un tous les 2 jours et demi. Ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, à la base, je m'étais donné tous les jours. Mais en fait, c'est presque intenable. Enfin, il y a toujours des trucs à gérer dans la vie qui font que... Est-ce que c'est pertinent? Parce que moi, j'ai l'impression qu'un post bouffe l'autre post. Ouais, donc, si tu laisses pas vivre un post... C'est ton intervention, c'est parce que je me suis fait la réflexion qu'une fois qu'il passe deuxième, il a plus de likes, en fait. Ouais. Alors que tant qu'il reste premier, il a quand même un peu des likes. Mais bon, de toute façon, Instagram, c'est ingrat. Et les posts, ils durent 2-3 jours, quoi. Et je veux dire... Ça a été comme ça, naturellement, dès le départ. Tu t'es dit, je vais me mettre en situation. Parce que, sincèrement, et encore une fois, c'est pas une critique, je fais pareil. Hein. Ouais. Mais du coup, on a un petit peu l'impression de livrer notre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Au sport, en vacances, avec mes enfants. Ouais. Et du coup, est-ce que tu rentres dans ce cadre-là toujours dans un CGP, ou en tout cas dans le côté, ou est-ce que toi, tu te considères plus quand même comme une personnalité publique qui aide les gens ou qui conseille, et moins justement ce côté dont on parlait tout à l'heure, très classique, tu vois? Comment tu te considères, toi? En fait, aujourd'hui, je me suis dit, c'est simple. J'ai commencé donc à partager l'IMO. Au début, je me montrais même pas sur Instagram. Je mettrais que les biens IMO. Après, forcément, quand j'ai commencé à faire des stories, à expliquer, c'est là où ça a explosé, parce que c'est pas pareil quand les gens nous voient. Et en fait, je me suis dit, mais montre ta vie pour montrer qu'en gros, tout ça, c'est pas des mythos. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, il y en a qui disent, ouais, je vis super bien et tout. Oui, c'est ce que tu dis. Mais en fait, si tu montres rien de ta vie, moi, je voulais juste que les gens... Ils voient que effectivement, j'avais pas un CDI quelque part dans une banque ou dans un supermarché, et que non, c'est que vraiment ma vie, elle est comme ça au quotidien. Et en fait, je me suis dit, je me suis rendu compte que j'avais plein de réflexions dans ma vie normale, comme là. Donc là, j'étais au Maroc hier, et je me disais, mais en fait, tout le monde devrait vivre ça, de se dire, je vais faire du surf avec mon fils au Maroc, et puis voilà. Et du coup, je prends mon téléphone et que j'explique, et voilà ce que j'ai pensé, que en fait, ça serait bien que de plus penser de cette manière-là pour faire comme ça. Et à chaque fois, je donne des conseils à l'instant T dans ma vie, quand je suis en train de vivre ma vie normale, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas ma vie à 100%. C'est-à-dire qu'il y a l'immobilier, en plus j'ai vachement délégué, donc heureusement qu'il y a l'immobilier, parce que c'est la base de toute ma vie, puisque c'est ce qui me rapporte l'argent. Bien sûr. Mais ma vie au quotidien, aujourd'hui, c'est plus que l'immobilier, en fait. C'est quoi ta vie aujourd'hui? C'est de kiffer. Ouais. Franchement. Oui, ce que tu veux dire, c'est que t'es un peu devenue rentière, quoi. C'est ça, voilà. Je suis carrément rentière. Alors, pas rentière sans rien faire, parce que les biens, déjà, ils sont pas remboursés. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas envie qu'ils se remboursent, ça me va très bien comme ça. Mais il faut quand même les gérer à distance. Mais, c'est-à-dire que sur tes 33 biens, il n'y en a pas un seul, pour l'instant, qui est rentabilisé? Non, pour 2 raisons. Donc, tu es propriétaire? Où je suis propriétaire sans banque, non. Aucun. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans crédit, quoi. Parce que t'as pas fini de payer aucun crédit. Mais parce que je veux pas. Ça veut dire que si demain il y en a un qui va se finir, je vais le racheter avec une autre société. Mais ça, c'est stratégique, ça, apparemment. La dette, c'est plutôt parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une fois que t'as plus de crédit, sur tes loyers, alors j'arrondis, mais quasiment 50% d'impôts, quoi. Donc en fait, si je rentre 500 € de loyer et qu'on me prend 250, alors je préfère me dire, il y a du coup un crédit derrière. Et du coup, je peux passer dans mes charges une partie du crédit et tout ça. Donc, en fait, je préfère le faire comme ça, et de me dire, surtout quand on se rachète un bien à nous-mêmes, ça veut dire qu'on rentre le montant du bien sur une de nos sociétés, quoi. Ouais, mais du coup, comment tu fais? Parce que tu dois avoir un IFI de fou, non? Ouais, mais alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est que en crédit remboursé. Et c'est 1,3 million, je crois. Donc, en fait, non, parce qu'en fait... tu fais toujours en deçà. Et puis,
c'est pas la valeur que ça vaut aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, forcément, je fais des travaux, donc des fois, les biens, ils ont pris le double. Sauf que c'est en crédit remboursé. Donc, mes biens, des fois, par exemple, j'achète 300 000. Avec les travaux et tout, j'ai fait un crédit de 300 000, mais moi, ça en vaut 600. Donc, en fait, si le calcul était comme ça, alors oui, alors là, je paierais je sais pas combien, mais comme le calcul, il est que sur ce que j'ai déjà remboursé. L'IFI est que sur et ce là, que les tu as biens déjà que j'ai remboursé. actuellement, que j'ai achetés il y a le plus longtemps, vu que j'ai revendu les premiers, c'est depuis, je pense, 2016-2017. Et quand je fais des crédits sur 25. Donc, en fait... Alors, tout ça, tu l'expliques lors de séminaires et de formations, c'est ça? Exactement. Et tu l'expliques avec des sessions, des one-to-one. Comment ça se passe alors justement ces grandes journées? C'est au mois de juin. Hein. C'est ça. Alors en fait, ce que je fais, il y a 2 choses. Donc il y a la formation qui est en ligne. Donc là, c'est 20 heures de vidéo et les personnes peuvent regarder à leur rythme comme ils veulent, voilà, avec des PDF et tout ça. Donc j'explique. Donc c'est moi qui est devant la caméra et qui dit, voilà, pour analyser un secteur, voilà ce qu'il faut faire. Et je montre des vidéos, j'explique tout ce qu'il faut faire. Par exemple, quand il faut faire une visite, ils ont le PDF visite pour savoir toutes les questions qu'ils doivent poser, ce qu'ils doivent regarder. Voilà. Et donc ça, c'est la formation. Et une fois, je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer en vrai les gens. Parce que finalement, ok, t'es suivi par plein de monde, mais tu les vois pas. Donc moi, ça me frustrait un peu parce que je savais même pas qui était ma communauté finalement. Donc je me suis dit, donc c'était en décembre, donc pas celui-ci, celui d'avant. Je me suis dit, je fais un petit séminaire pour rencontrer les gens. Et du coup, ça a duré 2 jours. Il y avait, je crois, on avait limité, je crois, à 70 ou 80 personnes parce que je voulais pouvoir répondre aux questions de tout le monde et pouvoir discuter avec tout le monde. Et déjà, je me suis rendu compte que j'ai une communauté trop cool. Donc déjà, ça c'est chouette. Ouais, vraiment, genre tout le monde pourrait être mes copines, quoi. Genre... Mais après, moi, je vais te dire, je passe pas mon temps à regarder quand les gens postent parce que c'est vrai que au bout d'un moment, c'est toujours un peu pareil, tu vois. Mais moi, j'ai vu des posts de toi, je me suis dit, ouais, elle a l'air sympa, tu vois. Je sais plus, une fois, t'es devant l'école, tu postes un truc et il y a les montages aussi. Enfin, j'imagine que c'est pas toi qui te tapes les montages, mais ça dépend lesquels. Parce que honnêtement, au niveau d'Instagram, je fais pas mal de trucs seul. J'ai un peu du mal. C'est pas mal parce qu'en fait, il y a un côté un peu, excuse-moi, un peu Gaston Lagaffe chez toi. Et moi, je suis à fond comme ça. Hein. Voilà, tu vois, il m'arrive toujours des trucs, je me conne tout le temps et tout. Et j'aime bien juste, il y a un bus. Ouais. Donc en fait, t'es en train de parler d'un truc hyper investimo, puis d'un coup, on sait pas pourquoi. Bon. Et ça, j'aime bien parce que du coup, tu vois, ça. En fait, ça fait que tu es hyper abordable, quoi. Ouais. Donc, je comprends que ta communauté soit proche de toi parce qu'en fait, toutes les mamans sont à la sortie d'école et on a toutes envie d'être la super businesswoman, girl, machin. Puis à un moment donné, on est toutes comme des merdes à attendre en warning devant l'école. Donc, moi, je trouve qu'il y a un côté chez toi assez décomplexé qui est hyper sympa, quoi. Mais parce que pour moi, la vie, c'est aussi ça. Faut pas essayer de jouer le rôle de quelqu'un d'autre parce qu'il y a personne. Mais même comme on parlait de LinkedIn, que c'est assez corporate et tout, mais les gens dans la vie, quand ils se réveillent le matin, ils ont pas la tête là. Mais non, bien sûr. Genre, tu peux pas être tout le temps. Et du coup, moi, je me dis, mais tu peux être en mode, voilà, aujourd'hui, j'ai une veste de tailleur et tout, mais des fois, tu peux être en jog et des fois, je fais des stories, je suis maquillée, mais je fais des stories aussi où je suis pas du tout maquillée, je suis pas coiffée, on s'en fout. Et en fait, parce que pour moi, la vraie vie, c'est ça. Et je me suis dit, fais tes stories et les posts c'est quand même un peu comme ça, reste, j'essaye d'être un peu mieux, tu vois, mais en story il y a aucun effort et en gros je me dis mais parle comme si c'était tes copines et que tu donnais un conseil, quoi. Donc, alors justement est-ce que tu as dans tes clients, même si j'ai bien compris que c'est pas toi qui les gères en direct, mais est-ce que tu as commencé est-ce que tu t'es fait un petit peu la main sur ta famille, tes copines, tes copains, tes mecs ou pas du tout? Alors déjà j'ai fait investir ma sœur. Ouais. Qui a 10 ans de moins que moi, qui en 1 an, elle a acheté 2 appartes pour mettre en location et tout, voilà. Et en fait, autour de moi, alors je m'aperçois, et c'est pour ça que, tant mieux, mais je m'aperçois, par exemple, mon frère qui a 2 ans de moins que moi, j'ai pas réussi encore. Eh oui, et pourquoi ? Parce il est frileux, lui, par rapport à quoi ? Il se sent mal de se dire qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Mais ce quelqu'un est la banque. Hein, donc, voilà. Moi, perso, je me sens pas mal du tout. Mais c'est vrai que regarder comme ça de haut ta situation, on peut se dire que t'as absolument pas peur d'être endetté, t'as pas du tout peur qu'il t'arrive quelque chose et de pas pouvoir rembourser. C'est la banque, je dois pas l'argent à 4 millions à ma copine, quoi. Je dois 4 millions à la banque. Bon, et puis je les dois, mais c'est remboursé tous les mois à la hauteur de ce que ça doit être remboursé. C'est pas moi qui paye. Tu as bien conscience que tu viens là à l'encontre d'un certain... d'une omerta culturelle française qui fait que chacun a hâte de finir de payer son crédit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens à l'encontre de ce stéréotype, en fait. Ah, mais c'est là où vient l'intelligence financière.
et qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne l'argent, et surtout qu'en France, on a quand même la chance d'avoir les banques, enfin voilà, c'est pas partout pareil. Et des taux fixes. Ah oui, Super oui, important. parce qu'en plus, juste à côté de chez nous, à Luxembourg, c'est pas taux comme variable. ça. Et mes amis qui ont leur résidence principale là-bas, ils se prennent 500 € de plus par mois. Enfin, ils sont pas bien, quoi. Ouais, absolument. Donc, Du coup, toi, tu considères que t'as monté ton petit univers et puis t'as monté aussi ton empire, en quelque sorte. Et aujourd'hui, tu le disais, ce que tu veux, c'est kiffer. Je suis sûre qu'il y a plein de CGP ou plein de gens qui nous écoutent qui se disent putain, c'est chouette aussi, mais il faut savoir avoir cette mentalité de décrocher. Tu vois ce que je veux dire ? ouais. De savoir se dire, parce que je te vois quand même souvent à Dubaï, machin, donc non, mais c'est vrai ou pas ? Je fais pas Dubaï, mais je fais, oui, Et tu je voyages voyage tout le beaucoup. temps. Ouais, Voilà. ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un état d'esprit de pouvoir te dire, j'y vais tranquille. T'as pas l'air de te prendre beaucoup la tête, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Moi, même quand s'il y a un problème, même un gros problème, je sais pas, dans les apparts, il y a une inondation de fou. Oui, mais en fait, si je stresse, ça va pas arranger la situation. Donc, en fait, j'essaie de me dire, bah, ok, bon, là, c'est comme ça, on règle le problème. Et si ça met un jour de plus, ça met un jour de plus. En fait, moi, maintenant, toutes les situations où je me dis, c'est un truc un peu... J'essaye tout ça de le voir en cool, parce que je me dis, finalement, la vie... elle est pas plus facile si tu es en train de te dire faut que je maîtrise tout et tout ça et tu es en stress. Donc je me dis mais en fait vie cool. Moi en plus j'ai mon fils de 11 ans donc j'ai envie de kiffer avec lui, donc en fait moi dans ma tête je crois que j'ai 16 ans en fait. Donc, mais que du coup maintenant les banques m'accordent des crédits donc ça va quoi. Ouais, t'es un peu plus crédible Ouais. justement. Mais du coup, est-ce que t'as quelqu'un qui gère tout ça ? Parce que je suis sûre que là il y en a qui sont en train de se dire on va la contacter, Alison. Alors, qui gère mes biens, tu Ouais. veux dire ? Alors, en fait, ce que j'ai fait, parce que jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans maximum, c'est moi qui faisais tout. Et puis après, je suis descendue habiter à Aix-en-Provence. Et donc, mes biens étant du côté de Metz, donc je gérais à distance, mais franchement, ça devenait n'importe quoi. Donc, je me suis dit, bon, ça va pas. Je voulais pas déléguer à une agence parce qu'il me prenait trop. Donc après, il me restait beaucoup moins. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donc Maxime, qui est une personne qui s'occupait de mes travaux, de mes petits travaux. Je l'ai senti tellement impliqué que je lui ai proposé en fait de gérer. Voilà. Et du coup, il les gère comme si c'était lui. Et en échange, je lui donne des conseils aussi pour que lui puisse investir de son côté. Peut-être qu'un jour, je peux même acheter un immeuble avec lui pour, en gros, le remercier et faire qu'il ait aussi quelque chose pour lui. Et du coup, je pense que c'est parce que j'ai réussi à avoir une personne de confiance, mais avant ça, j'ai voulu déléguer plein de fois. J'avais même des femmes de ménage où je me suis dit, je vais leur proposer un peu d'évoluer dans le truc et de plus s'en occuper, mais ça marchait pas à chaque fois. Mais donc j'ai mis longtemps, mais j'ai trouvé une personne. Alison, c'est quand justement cette fameuse formation ? Tu peux nous rappeler les dates au mois de juin ? C'est le dernier week-end de juin. Dis-moi, je pense le 24, 25. Et en fait, donc c'est 2 jours. Et alors là, on est sur quelque chose qui est complètement différent de ce que je faisais avant. Parce qu'avant, les séminaires que je faisais, c'était sur 2 jours. Donc, il fallait que les personnes aient vu la formation. Parce que comme on allait au-delà de ça, on ne revoyait pas les bases. Il fallait les acquis, voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je me suis tellement sentie seule en fait, dans mes investissements au début, que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire un événement. Où il y a plus de monde, mais faire. Donc, OK, les gens, ils vont recevoir des infos pour les guider. Mais en plus de ça, ils vont être entourés de personnes qui ont les mêmes objectifs qu'eux. Et donc, il va aussi y avoir un groupe privé de l'événement pour que les gens puissent connecter, dire, j'habite à côté de chez toi. Et parce que c'est important, en fait, finalement, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui a les mêmes objectifs et qui va t'aider. Un coup, c'est toi qui es moins motivé, un coup, c'est l'autre. Et il y en a toujours un pour tirer l'autre. Et ça, c'est trop important. En gros, c'est un peu comme un artiste qui fait un album toute l'année et c'est le concert, quoi, ton événement. Là, c'est un peu ça. C'est que là, c'est pour ouvrir les yeux sur le monde de l'investissement. Voilà, on va donner plein de tips. Il y a aussi il y a Sandra Viricel qui va être aussi à l'événement. Il y a Sophie Ferjani. Enfin, j'ai fait venir aussi des personnes qui sont importantes dans l'immobilier pour se dire, tout le monde va donner ses conseils. Il y a mon coach Roger qui va venir donner des conseils aussi de comment un peu éliminer les peurs face à faire un crédit, à être propriétaire. Et pour que les gens se disent, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis trouver autour d'eux plein de personnes comme eux, quoi.
Donc, si on veut des infos, on va sur ton Insta, Alison Junglin. C'est ça. C'est toi qui réponds ou pas? Alors, Une je fois sur réponds, deux. mais on m'aide aussi un peu parce que, en fait, je me suis retrouvée à un moment où c'était impossible Ouais, pour moi de répondre. de Je crois gérer. qu'on reçoit 400 ou 500 messages par jour. C'est Ouais. ingérable. Et ça m'embêtait que les gens n'aient pas de réponse. Parce Ok. que je me suis dit, moi, je suis venue là parce que je me sentais seule dans l'IMO. Et résultat, en fait, il y a tellement de gens qu'au final, moi, je ne peux pas répondre aux gens, Ouais. en fait, alors que c'était pas le but à Le la but, base. bien sûr. Ouais. Donc ça m'a tellement gênée que je me suis dit... Et du coup, il y a quelqu'un de mon équipe avec qui j'ai vraiment... ce qu'elle répond, c'est mes réponses. En fait. Bien sûr. Donc, et du coup, pour que ce soit... que les personnes restent pas comme ça, quoi. C'était Alison à mon micro, Vivre de l'immobilier. Vous pouvez la retrouver donc sur Insta, voir toutes ses vidéos, ses conseils aussi dans son livre aux éditions Maxima. Voilà. Voilà, merci pour nous avoir suivis pour cette émission pétillante. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Ciao ciao.